qui sait le rôle que ce petit bâtard jouera dans le monde? Qui sait s'il n'est pas né pour le bonheur ou le bouleversement d'un empire? Le maître. Je te réponds que non. J'en ferai un bon tourneur ou un bon horloger. Il se mariera, il aura des enfants qui tourneront à perpétuité des bâtons de chaise dans ce monde. Jacques? Oui, si cela est écrit là-haut. Mais pourquoi ne sortirait-il pas un Cromwell de la boutique d'un tourneur? Celui qui fit couper la tête à son roi, n'était-il pas sorti de la boutique d'un brasseur, et ne dit-on pas aujourd'hui? Le maître. Laissons cela. Tu te portes bien, tu sais mes amours, en conscience tu ne peux te dispenser de reprendre l'histoire d'Étienne. Jacques? Tout s'y oppose. Premièrement, le peu de chemin qui nous reste à faire, Suck-and-Mount, l'oubli de l'endroit où Jean était. Troisièmement, un diable de pressentiment que j'ai là, que cette histoire ne doit pas finir, que ce récit nous portera malheur, et que je ne l'aurai pas sitôt repris qu'il sera interrompu par une catastrophe heureuse ou malheureuse. Le maître. Si elle est heureuse, tant mieux. Jacques? D'accord, mais j'ai là, qu'elle sera malheureuse. Le maître. Malheureuse? Soit, mais que tu parles ou que tu te taises, arrivera-t-elle moins? Jacques? Qui sait cela? Le maître. Tu es né trop tard de 2 ou 3 siècles. Jacques? Non, monsieur, je suis né à temps comme tout le monde. Le maître. Tu aurais été un grand augure. Jacques? Je ne sais pas bien précisément ce que c'est qu'un augure, ni ne me soucie de le savoir. Le maître. C'est un des chapitres importants de ton traité de la divination. Jacques? Il est vrai, mais il y a si longtemps qu'il est écrit, que je ne m'en rappelle pas un mot. Monsieur, tenez, voilà qui en sait plus que tous les augures, oie fatidique et poulet sacré de la République, c'est la gourde. Interrogeons la gourde. Jacques prit sa gourde, et la consulta longuement. Son maître tira sa montre et sa tabatière, vit l'heure qu'il était, prit sa prise de tabac, et Jacques dit, « Il me semble à présent que je vois le destin moins noir. » Dites-moi où Jean était. Le maître. Au château de Degland, ton genou un peu remis, et Denise chargée par sa mère de te soigner. Jacques? Denise fut obéissante. La blessure de mon genou était presque refermée, j'avais même pu danser en rond la nuit de l'enfant, cependant j'y souffrais par intervalles des douleurs inouïes. Il vint en tête au chirurgien du château qui en savait un peu plus long que son confrère, que ses souffrances, dont le retour était si opiniâtre, ne pouvaient avoir pour cause que le séjour d'un corps étranger qui était resté dans les chairs, après l'extraction de la balle. En conséquence il arriva dans ma chambre de grand matin, il fit approcher une table de mon lit, et lorsque mes rideaux furent ouverts, je vis cette table couverte d'instruments tranchants, Denise assise à mon chevet, et pleurant à chaudes larmes, sa mère debout, les bras croisés, et assez triste, le chirurgien dépouillé de sa casaque, les manches de sa veste retroussées, et sa main droite armée d'un bistouri. Le maître. Tu m'effraies? Jacques? Je le fus aussi. L'ami, me dit le chirurgien, êtes-vous las de souffrir? Fort las. Voulez-vous que cela finisse et conserver votre jambe? Certainement. Mettez-la donc hors du lit, et que j'y travaille à mon aise-point.
j'offre ma jambe. Le chirurgien met le manche de son bistouri entre ses dents, passe ma jambe sous son bras gauche, l'y fixe fortement, reprend son bistouri, en introduit la pointe dans l'ouverture de ma blessure, et me fait une incision large et profonde. Je ne sourcillai pas, mais Jeanne détourna la tête, et Denise poussa un cri aigu, et se trouva mal. Ici, Jacques fit halte à son récit, et donna une nouvelle atteinte à sa gourde. Les atteintes étaient d'autant plus fréquentes que les distances étaient courtes, ou, comme disent les géomètres, en raison inverse des distances. Il était si précis dans ses mesures, que, pleine en partant, elle était toujours exactement vide en arrivant. Messieurs des ponts et chaussées en auraient fait un excellent odomètre 81, et chaque atteinte avait communément sa raison suffisante. Celle-ci était pour faire revenir Denise de son évanouissement, et se remettre de la douleur de l'incision que le chirurgien lui avait faite au genou. Denise revenue, et lui réconfortée, il continua. 81 odomètre, compte pas, instrument qui sert à mesurer le chemin qu'on a fait, chemin, mesure. Bière, Jacques. Cette énorme incision mit à découvert le fond de la blessure, d'où le chirurgien tira, avec ses pinces, une très petite pièce de drap de ma culotte qui y était restée, et dont le séjour causait mes douleurs et empêchait l'entière cicatrisation de mon mal. Depuis cette opération, mon état alla de mieux en mieux, grâce aux soins de Denise, plus de douleur, plus de fièvre, de l'appétit, du sommeil, des forces. Denise me pensait avec exactitude et avec une délicatesse infinie. Il fallait voir la circonspection et la légèreté de main avec lesquelles elle levait mon appareil, la crainte qu'elle avait de me faire la moindre douleur, la manière dont elle baignait ma plaie. J'étais assis sur le bord de mon lit, elle avait un genou en terre, ma jambe était posée sur sa cuisse, que je pressais quelquefois un peu, j'avais une main sur son épaule, et je la regardais faire avec un attendrissement que je crois qu'elle partageait. Lorsque mon pansement était achevé, je lui prenais les deux mains, je la remerciais, je ne savais que lui dire, je ne savais comment je lui témoignerais ma reconnaissance. Elle était debout, les yeux baissés, et m'écoutait sans mot dire. Il ne passait pas au château un seul porte-balle, que je ne lui achetasse quelque chose. Une fois c'était un fichu, une autre fois c'était quelques zones d'indienne ou de mousseline, une croix d'or, des bas de coton, une bague, un collier de grenat. Quand ma petite emplette était faite, mon embarras était de l'offrir, le sien de l'accepter. D'abord je lui montrais la chose, si elle la trouvait bien, je lui disais, Denise, c'est pour vous que je l'ai achetée. Si elle l'acceptait, ma main tremblait en la lui présentant, et la sienne en la recevant. Un jour, ne sachant plus que lui donner, j'achetai des jarretières, elles étaient de soie, chamarrées de blanc, de rouge et de bleu, avec une devise. Le matin, avant qu'elle arrivât, je les mis sur le dossier de la chaise qui était à côté de mon lit. Aussitôt que Denise les aperçut, elle dit « Oh! Les jolies jarretières !»« C'est pour mon amoureuse, lui répondis-je. »« Vous avez donc une amoureuse, monsieur Jacques ? » »« Assurément, est-ce que je ne vous l'ai pas encore dit ? » ?»« Non. Elle est bien aimable, sans doute. » »« Très aimable. »« Et vous l'aimez bien ? » ?»« De tout mon cœur. » »« Et elle vous aime de même ? » ?»« Je n'en sais rien. Ces jarretières sont pour elle, et elle m'a promis une faveur qui me rendra fou, je crois, si elle me l'accorde. » »« Et quelle est cette faveur ? »
c'est que de ces deux jarretières-là Jean attacherait une de mes mains. Denise rougit, se méprit à mon discours, crut que les jarretières étaient pour une autre, devint triste, fit maladresse sur maladresse, cherchait tout ce qu'il fallait pour mon pansement, l'avait sous les yeux et ne le trouvait pas, renversa le vin qu'elle avait fait chauffer, s'approcha de mon lit pour me panser, prit ma jambe d'une main tremblante, délia mes bandes tout de travers, et quand il fallut étuver ma blessure, elle avait oublié tout ce qui était nécessaire, elle l'alla chercher, me pansa, et en me pansant je vis qu'elle pleurait. Denise, je crois que vous pleurez, qu'avez-vous? Je n'ai rien. Est-ce qu'on vous a fait de la peine? Oui. Et qui est le méchant qui vous a fait de la peine? C'est vous? Moi? Oui. Et comment est-ce que cela m'est arrivé? Au lieu de me répondre, elle tourna les yeux sur les jarretières. Et quoi? Lui dis-je, c'est cela qui vous a fait pleurer. Oui. Et? Denise, ne pleurez plus, c'est pour vous que je les ai achetés. Monsieur Jacques, dites-vous bien vrai. Très vrai, si vrai, que les voilà point. En même temps je les lui présentai toutes deux, mais j'en retins une, à l'instant il s'échappa un sourire à travers ses larmes. Je la pris par le bras, je l'approchai de mon lit, je pris un de ses pieds que je mis sur le bord, je relevai ses jupons jusqu'à son genou, où elle les tenait serrés avec ses deux mains, je baisai sa jambe, j'y attachai la jarretière que j'avais retenue, et à peine était-elle attachée, que Jeanne sa mère entra. Le maître. Voilà une fâcheuse visite. Jacques? Peut-être que oui, peut-être que non. Au lieu de s'apercevoir de notre trouble, elle ne vit que la jarretière que sa fille avait entre ses mains. Voilà une jolie jarretière, dit-elle, mais où est l'autre? À ma jambe, lui répondit Denise. Il m'a dit qu'il les avait achetées pour son amoureuse, et j'ai jugé que c'était pour moi. N'est-il pas vrai, maman, que puisque j'en ai mis une, il faut que je garde l'autre? Ah! Monsieur Jacques, Denise a raison, une jarretière ne va pas sans l'autre, et vous ne voudriez pas lui reprendre ce qu'elle a, pourquoi non? C'est que Denise ne le voudrait pas, ni moi non plus. Mais arrangeons-nous, je lui attacherai l'autre en votre présence. Non, non, cela ne se peut pas qu'elle me les rende donc toutes deux. Cela ne se peut pas non plus point. Mais Jacques et son maître sont à l'entrée du village où ils allaient voir l'enfant et les nourriciers de l'enfant du chevalier de Saint-Ouen. Jacques se tut, son maître lui dit, descendons, et faisons ici une pause. Pourquoi? Parce que, selon toute apparence, tu touches à la conclusion de tes amours. Pas tout à fait. Quand on est arrivé au genou, il y a peu de chemin à faire. Mon maître, Denise avait la cuisse plus longue qu'une autre. Descendons toujours point. Ils descendent de cheval, Jacques le premier, et se présentant avec célérité à la botte de son maître, qui n'eut pas plutôt posé le pied sur l'étrier que les courroies se détachent et que mon cavalier, renversé en arrière, allait s'étendre rudement par terre si son valet ne l'eût reçu entre ses bras. Le maître. Eh bien, Jacques, voilà comme tu me soignes. Que s'en est-il fallu que je ne me sois enfoncé un côté, cassé le bras, fendu la tête, peut-être tué. Jacques? Le grand malheur. Le maître. Que dis-tu, Maroufle? Attends, attends, je vais t'apprendre à parler.
Et le maître, après avoir fait faire au cordon de son fouet 2 tours sur le poignet, de poursuivre Jacques, et Jacques de tourner autour du cheval en éclatant de rire, et son maître de jurer, de sacrer, d'écumer de rage, et de tourner aussi autour du cheval en vomissant contre Jacques un torrent d'invectives, et cette course de durer jusqu'à ce que tous deux, traversés de sueur et épuisés de fatigue, s'arrêtèrent l'un d'un côté du cheval, l'autre de l'autre, Jacques haletant et continuant de rire, son maître haletant et lui lançant des regards de fureur. Il commençait à reprendre haleine, lorsque Jacques dit à son maître, « Monsieur mon maître en conviendra-t-il à présent ?» Le maître. Et de quoi veux-tu que je convienne, chien, coquin, infâme, sinon que tu es le plus méchant de tous les valets, et que je suis le plus malheureux de tous les maîtres. Jacques, n'est-il pas évidemment démontré que nous agissons la plupart du temps sans vouloir? Là, mettez la main sur la conscience, de tout ce que vous avez dit ou fait depuis une demi-heure, en avez-vous rien voulu? N'avez-vous pas été ma marionnette, et n'auriez-vous pas continué d'être mon polichinelle pendant un mois, si je me l'étais proposé? Le maître. Quoi? C'était un jeu? Jacques? Un jeu? Le maître. Et tu t'attendais à la rupture des courroies? Jacques? Je l'avais préparé. Le maître. Et c'était le fil d'archal que tu attachais au-dessus de ma tête pour me démener à ta fantaisie? Jacques? À merveille? Le maître. Et ta réponse impertinente était préméditée? Jacques? Préméditée? Le maître. Tu es un dangereux vaurien? Jacques? Dites, grâce à mon capitaine qui se fit un jour un pareil passe-temps à mes dépens, que je suis un subtil raisonneur. Le maître. Si pourtant je m'étais blessé. Jacques? Il était écrit là-haut et dans ma prévoyance que cela n'arriverait pas. Le maître. Allons, asseyons-nous, nous avons besoin de repos. Il s'asseyant, Jacques disant, peste soit du sot. Le maître. C'est de toi que tu parles apparemment? Jacques? Oui, de moi, qui n'ai pas réservé un coup de plus dans la gourde. Le maître. Ne regrette rien, je l'aurais bu, car je meurs de soif. Jacques? Peste soit encore du sot de n'en avoir pas réservé deux. Le maître le suppliant, pour tromper leur lassitude et leur soif, de continuer son récit, Jacques s'y refusant, son maître boudant, Jacques se laissant bouder, enfin Jacques, après avoir protesté contre le malheur qui en arriverait, reprenant l'histoire de ses amours, dit, un jour de fête que le seigneur du château était à la chasse. Après ces mots il s'arrêta tout court, et dit, je ne saurais, il m'est impossible d'avancer, il me semble que j'ai derechef la main du destin à la gorge, et que je me la sente serrée, pour Dieu, monsieur, permettez que je me taise. Eh bien, tais-toi, et va demander à la première chaumière que voilà, la demeure du nourricier. C'était à la porte plus bas, ils y vont, chacun d'eux tenant son cheval par la bride. À l'instant la porte du nourricier s'ouvre, un homme se montre, le maître de Jacques pousse un cri et porte la main à son épée, l'homme en question en fait autant. Les deux chevaux s'effrayant du cliquetis des armes, celui de Jacques casse sa bride et s'échappe, et dans le même instant le cavalier contre lequel son maître se battait étendu mort sur la place. Les paysans du village accourent. Le maître de Jacques se remet prestement en selle et s'éloigne à toutes jambes.
On s'empare de Jacques, on lui lie les mains sur le dos, et on le conduit devant le juge du lieu, qui l'envoie en prison. L'homme tué était le chevalier de Saint-Ouen, que le hasard avait conduit précisément ce jour-là avec Agathe chez la nourrice de leur enfant. Agathe s'arrache les cheveux sur le cadavre de son amant. Le maître de Jacques est déjà si loin qu'on l'a perdu de vue. Jacques, en allant de la maison du juge à la prison, disait « Il fallait que cela fût, cela était écrit là-haut. » Et moi, je m'arrête, parce que je vous ai dit de ces deux personnages tout ce que j'en sais point et les amours de Jacques. Jacques a dit 100 fois qu'il était écrit là-haut qu'il n'en finirait pas l'histoire, et je vois que Jacques avait raison. Je vois, lecteur, que cela vous fâche, eh bien, reprenez son récit où il l'a laissé, et continuez-le à votre fantaisie, ou bien faites une visite à Mademoiselle Agathe, sachez le nom du village où Jacques est emprisonné, voyez Jacques, questionnez-le, il ne se fera pas tirer l'oreille pour vous satisfaire, cela le désennuiera. D'après des mémoires que j'ai de bonnes raisons de tenir pour suspect, je pourrais peut-être suppléer ce qui manque ici, mais à quoi bon? On ne peut s'intéresser qu'à ce qu'on croit vrai. Cependant, comme il y aurait de la témérité à prononcer sans un mûr examen sur les entretiens de Jacques le fataliste et de son maître, ouvrage le plus important qui est paru depuis le Pantagruel de maître François Rabelais, et la vie et les aventures du compère Matthieu 82, je relirai ces mémoires avec toute la contention d'esprit et toute l'impartialité dont je suis capable, et sous 8 ans je vous en dirai mon jugement définitif, sauf à me rétracter lorsqu'un plus intelligent que moi me démontrera que je me suis trompé. 82 Le compère Matthieu, ou les bigarrures de l'esprit humain, fut longtemps attribué à Voltaire et à Diderot. Cet ouvrage est de l'abbé du Laurence, Henri-Joseph, né à Douai le 27 mars, et suivant quelques biographes le 27 mai 1719. Vers 1761, il s'était réfugié en Hollande, faisant la route à pied. Il passa ensuite en Allemagne. Dénoncé à la chambre ecclésiastique à Mayence, il fut jugé et condamné à une prison perpétuelle par sentence du 30 août 1767, et mourut en 1797 dans une maison de détention située près de Mayence. Br, l'éditeur ajoute, la huitaine est passée. J'ai lu les mémoires en question, des 3 paragraphes que j'y trouve de plus que dans le manuscrit dont je suis le possesseur, le premier et le dernier me paraissent originaux, et celui du milieu évidemment interpolé. Voici le premier, qui suppose une seconde lacune dans l'entretien de Jacques et son maître. Un jour de fête que le seigneur du château était à la chasse, et que le reste de ses commensaux était allé à la messe de la paroisse, qui en était éloignée d'un bon quart de lieue, Jacques était levé, Denise était assise à côté de lui. Ils gardaient le silence, ils avaient l'air de se bouder, et ils se boudaient en effet. Jacques avait tout mis en œuvre pour résoudre Denise à le rendre heureux, et Denise avait tenu ferme. Après ce long silence, Jacques, pleurant à chaudes larmes, lui dit d'un ton dur et amer, « C'est que vous ne m'aimez pas. » Denise, dépitée, se lève, le prend par le bras, le conduit brusquement vers le bord du lit, s'y incide, et lui dit, « Eh bien, Monsieur Jacques, je ne vous aime donc pas. » Eh bien, Monsieur Jacques, faites de la malheureuse Denise tout ce qu'il vous plaira. Et en disant ces mots, la voilà fondant en pleurs et suffoquée par ses sanglots. Dites-moi, lecteur, ce que vous eussiez fait à la place de Jacques. Rien. Eh bien, c'est ce qu'il fit.
Il reconduisit Denise sur sa chaise, se jeta à ses pieds, essuya les pleurs qui coulaient de ses yeux, lui baisa les mains, la consola, la rassura, crut qu'il en était tendrement aimé, et s'en remit à sa tendresse sur le moment qu'il lui plairait de récompenser la sienne. Ce procédé toucha sensiblement Denise. On objectera peut-être que Jacques, aux pieds de Denise, ne pouvait guère lui essuyer les yeux, à moins que la chaise ne fût fort basse. Le manuscrit ne le dit pas, mais cela est à supposer. Voici le second paragraphe, copié de la vie de Tristram Shandy 83, à moins que l'entretien de Jacques le fataliste et de son maître ne soit antérieur à cet ouvrage, et que le ministre Sterne ne soit le plagiaire, ce que je ne crois pas, mais par une estime toute particulière de M. Sterne, que je distingue de la plupart des littérateurs de sa nation, dont l'usage assez fréquent est de nous voler et de nous dire des injures. 84. 83 Voyez notice préliminaire, p6. 84 Voltaire, dans une lettre qui fait partie du premier volume publié en 1820 par la Société des bibliophiles français, a dit aussi: « Je connais de réputation Aaron Hill, c'est un digne Anglais, il nous pille et il dit du mal de ceux qu'il vole. » Cette lettre, adressée à l'abbé Raynal, est du 30 juillet 1749. Br. Une autre fois, c'était le matin, Denise était venue panser Jacques. Tout dormait encore dans le château, Denise s'approcha en tremblant. Arrivée à la porte de Jacques, elle s'arrêta, incertaine si elle entrerait ou non. Elle entra en tremblant, elle demeura assez longtemps à côté du lit de Jacques sans oser ouvrir les rideaux. Elle les entr'ouvrit doucement, elle dit bonjour à Jacques en tremblant, elle s'informa de sa nuit et de sa santé en tremblant, Jacques lui dit qu'il n'avait pas fermé l'œil, qu'il avait souffert, et qu'il souffrait encore d'une démangeaison cruelle à son genou. Denise s'offrit à le soulager, elle prit une petite pièce de flanelle, Jacques mit sa jambe hors du lit, et Denise se mit à frotter avec sa flanelle au-dessous de la blessure, d'abord avec un doigt, puis avec deux, avec trois, avec quatre, avec toute la main. Jacques la regardait faire, et s'enivrait d'amour. Puis Denise se mit à frotter avec sa flanelle sur la blessure même, dont la cicatrice était encore rouge, d'abord avec un doigt, ensuite avec deux, avec trois, avec quatre, avec toute la main. Mais ce n'était pas assez d'avoir éteint la démangeaison au-dessous du genou, sur le genou, il fallait encore l'éteindre au-dessus, où elle ne se faisait sentir que plus vivement. Denise posa sa flanelle au-dessus du genou, et se mit à frotter là assez fermement, d'abord avec un doigt, avec deux, avec trois, avec quatre, avec toute la main. La passion de Jacques, qui n'avait cessé de la regarder, s'accrut à un tel point, que, n'y pouvant plus résister, il se précipita sur la main de Denise, et la baisa. 85. 85 comparé avec le chapitre Cécilki de Tristram Shandy, un peu long pour être mis en note, et qui est beaucoup plus libre, à notre avis. Mais ce qui ne laisse aucun doute sur le plagiat, c'est ce qui suit. Le plagiaire ajoute: « Si vous n'êtes pas satisfait de ce que je vous révèle des amours de Jacques, lecteur, faites mieux, j'y consens. De quelque manière que vous vous y preniez, je suis sûr que vous finirez comme moi. Point tu te trompes, insigne calomniateur, je ne finirai point comme toi. » Denise fut sage. Point et qui est-ce qui vous dit le contraire? Jacques se précipita sur sa main, et la baisa, sa main. C'est vous qui avez l'esprit corrompu, et qui entendez ce qu'on ne vous dit pas. Eh bien. Il ne baisa donc que sa main,
Certainement, Jacques avait trop de sens pour abuser de celle dont il voulait faire sa femme, et se préparer une méfiance qui aurait pu empoisonner le reste de sa vie. Mais il est dit, dans le paragraphe qui précède, que Jacques avait mis tout en œuvre pour déterminer Denise à le rendre heureux. C'est qu'apparemment il n'en voulait pas encore faire sa femme. Le troisième paragraphe nous montre Jacques, notre pauvre fataliste, les fers aux pieds et aux mains, étendu sur la paille au fond d'un cachot obscur, se rappelant tout ce qu'il avait retenu des principes de la philosophie de son capitaine, et n'étant pas éloigné de croire qu'il regretterait peut-être un jour cette demeure humide, infecte, ténébreuse, où il était nourri de pain noir et d'eau, et où il avait ses pieds et ses mains à défendre contre les attaques des souris et des rats. On nous apprend qu'au milieu de ses méditations les portes de sa prison et de son cachot sont enfoncées, qu'il est mis en liberté avec une douzaine de brigands, et qu'il se trouve enrôlé dans la troupe de mandrins. Cependant la maréchaussée, qui suivait son maître à la piste, l'avait atteint, saisi et constitué dans une autre prison. Il en était sorti par les bons offices du commissaire qui l'avait si bien servi dans sa première aventure, et il vivait retiré depuis 2 ou 3 mois dans le château de Degland, lorsque le hasard lui rendit un serviteur presque aussi essentiel à son bonheur que sa montre et sa tabatière. Il ne prenait pas une prise de tabac, il ne regardait pas une fois l'heure qu'il était, qu'il ne dit en soupirant, « Qu'es-tu devenu, mon pauvre Jacques ?» Une nuit le château de Degland est attaqué par les mandrins, Jacques reconnaît la demeure de son bienfaiteur et de sa maîtresse, il intercède et garantit le château du pillage. On lit ensuite le détail pathétique de l'entrevue inopinée de Jacques, de son maître, de Degland, de Denise et de Jeanne. « C'est toi, mon ami. C'est vous, mon cher maître. Comment t'es-tu trouvé parmi ces gens-là? Et vous, comment se fait-il que je vous rencontre ici? C'est vous, Denise. C'est vous, monsieur Jacques. Combien vous m'avez fait pleurer? » Cependant Degland criait, « Qu'on apporte des verres et du vin, vite, vite, c'est lui qui nous a sauvé la vie à tous. » Quelques jours après, le vieux concierge du château décéda, Jacques obtient sa place et épouse Denise, avec laquelle il s'occupe à susciter des disciples à Zénon et à Spinoza, aimé de Degland, chéri de son maître et adoré de sa femme, car c'est ainsi qu'il était écrit là-haut. On a voulu me persuader que son maître et Degland étaient devenus amoureux de sa femme. Je ne sais ce qui en est, mais je suis sûr qu'il se disait le soir à lui-même, s'il est écrit là-haut que tu seras cocu, Jacques, tu auras beau faire, tu le seras, s'il est écrit au contraire que tu ne le seras pas, ils auront beau faire, tu ne le seras pas, dors donc, mon ami. Et qu'il s'endormait. Table des matières. Notice préliminaire 3 Jacques le fataliste 9. Astérisque end of the project Gutenberg e-book Jacques le fataliste et son maître updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark.
Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark. Commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4
Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5
Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information Abou Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information Abou Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.